À quoi joue Donald Trump? Le président états-unien a quitté très en avance le G7 qui réunit certaines des plus grandes puissances mondiales et il a appelé à évacuer Téhéran, la capitale donc de l'Iran. Par ailleurs, il a très sèchement répondu au président français Emmanuel Macron, estimant qu'Emmanuel Macron, je cite, se trompe toujours. Mais alors, les États-Unis sont-ils unis avec Israël sur les bombardements en Iran? Que prépare-t-il? Vous allez le voir sur ce sujet, la position des États-Unis aura un impact colossal sur la guerre et c'est donc ce que l'on va analyser aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off, je le disais en ce début de semaine. Et au passage, je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube et en podcast audio, merci vraiment pour votre confiance, bienvenue à tous les nouveaux, on essaie de traiter chaque jour en profondeur un sujet avant de passer ensuite au reste de l'actualité. Et vraiment, ça fait plaisir de voir vos retours avec tout le travail en ce moment. D'abord, il faut rappeler que les États-Unis, ce sont des alliés historiques d'Israël dans la région et des ennemis de l'Iran depuis plusieurs décennies. L'Iran qui est lui aussi ennemi juré d'Israël depuis de nombreuses années, qui depuis de nombreuses années finance le Hezbollah au Liban ou encore le Hamas à Gaza. Pourtant, ces derniers mois, Donald Trump n'était pas dans une posture d'attaque, mais bien dans une posture de négociation avec l'Iran. L'objectif affiché par Trump ces derniers mois, c'était de trouver un accord avec l'Iran et son développement donc potentiel d'une arme nucléaire, et ce, en échange de l'autre côté, d'un allègement des sanctions, les sanctions qui visent aujourd'hui l'Iran et qui sont appliquées par les pays occidentaux. Et pour rappel, côté israélien, on déclare que cette attaque massive, elle vise à anéantir les ambitions d'armes nucléaires de l'Iran, qui constituent, selon eux, une menace existentielle pour Israël si ils y parviennent. Mais l'attaque surprise et massive de l'armée israélienne sur l'Iran, et notamment sur ses installations nucléaires, change radicalement la situation. En effet, premier impact immédiat, pour l'instant, les négociations, elles sont complètement suspendues. Ensuite, ça change radicalement les choses, puisque la position de Donald Trump, elle est aujourd'hui très ambiguë et les derniers événements n'arrangent absolument rien. Lorsqu'Israël a lancé son attaque massive vendredi, Trump a assuré qu'il avait été tenu au courant par Israël qu'une attaque allait venir, mais que les États-Unis avaient choisi de ne pas y participer. Cette déclaration, elle était finalement à l'origine plutôt raccord avec ce qu'on observait ces derniers mois. On en avait parlé là aussi beaucoup de fois sur la chaîne. Un Donald Trump qui était favorable à la négociation pour tenter de dissuader l'Iran de développer son nucléaire, tandis que Israël de son côté était favorable à une attaque dont l'objectif affiché d'empêcher le développement potentiel d'une arme nucléaire. Au passage, sur cette question de savoir si l'Iran veut réellement développer une arme nucléaire et sur tout ce que l'on sait là-dessus aujourd'hui, on a analysé le plus factuellement possible la situation hier dans notre format des actus du jour. Je pense que vous avez déjà été nombreux à le regarder, mais pour ceux qui l'ont pas encore regardé, je vous renvoie donc aux actus du jour d'hier sur YouTube et en podcast. Bon, mais la réalité, c'est que depuis cette attaque surprise, l'idée que les États-Unis ne participent pas à cette attaque israélienne, ça fait douter beaucoup de monde. En effet, même si les États-Unis affirment officiellement s'en être tenus à l'écart, eh bien d'autres sources et d'autres échos apportés par certains médias, notamment NBC, évoquent bien un soutien, notamment en matière de renseignement. D'ailleurs, signe d'une forme de mouvement malgré tout, la semaine dernière, on peut noter que des missiles anti-drones qui étaient initialement destinés à l'Ukraine sont finalement partis vers le Moyen-Orient, un indice donc d'une potentielle implication ou volonté d'implication des États-Unis. En fait, Trump semble aujourd'hui vouloir maintenir ce que l'on appelle une ambiguïté stratégique. Alors j'ai l'impression d'utiliser ce mot tous les 4 matins maintenant depuis plusieurs mois, en même temps c'est très lié à l'actualité. Mais donc une ambiguïté stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas dévoiler ses cartes ou ses ambitions, ou alors son implication ici, afin de ne pas donner trop d'informations à l'adversaire ou à l'ennemi. En l'occurrence ici, donc pour les États-Unis, il s'agit de l'Iran. Mais Donald Trump continue aussi à entretenir une forme de flou sur un potentiel accord avec l'Iran. Il a déclaré avant l'attaque israélienne qu'un accord avec l'Iran était proche, mais donc si tel est le cas, eh bien l'attaque israélienne semble avoir compromis cette possibilité d'un accord. Bon, mais l'ambiguïté, c'est aussi une contradiction entre ces paroles qu'on a évoquées ici et un certain nombre des actes de l'armée américaine. En effet, si Trump estime qu'Israël s'en sort, je cite, très bien dans cette guerre et n'affirme pas que les États-Unis vont s'impliquer et attaquer l'Iran, eh bien on peut voir tout de même un certain nombre de mouvements militaires qui indiquent à minima une forme de préparation. On peut par exemple parler de l'USS Nimitz, qui est un porte-avions états-unien qui est bien en route vers le Moyen-Orient en ce moment. Il s'ajoute d'ailleurs aux autres porte-avions états-uniens qui sont déjà présents dans la région. On peut aussi noter qu'une trentaine d'avions ravitailleurs ont été aperçus en train de quitter les États-Unis. Alors officiellement c'était pour rejoindre un entraînement de l'OTAN, mais le doute demeure selon
selon de nombreux spécialistes. Mais en fait, le vrai élément qu'il va falloir analyser, c'est le soutien éventuel avec une bombe, la GBU-57, une bombe qui peut permettre de détruire certaines installations nucléaires souterraines. Et c'est un point absolument majeur, là aussi on en parlait hier. Les attaques israéliennes, elles ont surtout visé en surface jusqu'ici, ce qui n'impacte pas forcément le développement nucléaire iranien. L'élément qui pourrait vraiment tout changer, ce serait d'avoir donc une arme comme celle-ci qui permettrait de détruire des installations beaucoup plus profondes. Alors, lorsque le ministre de la Défense américain Pete Hegseth est interrogé sur le sujet, il déclare que les mouvements de son armée aujourd'hui, ce sont des mouvements uniquement pour renforcer le dispositif défensif. Et donc aujourd'hui, les États-Unis nient publiquement toute implication dans les bombardements israéliens. Enfin, on peut noter que la Maison-Blanche a fait fuiter certaines déclarations. Par exemple, là où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare que tuer Ali Khamenei, le guide suprême iranien, qui est donc la personnalité la plus importante du pays, mettra fin à la guerre. Du côté des États-Unis, on répond que Donald Trump n'y est pas favorable et qu'il n'a pas donné son feu vert à essayer donc de tuer le guide suprême iranien. Bon, mais toujours est-il, je le disais, que Donald Trump a quitté le G7, cette réunion pourtant importante qui rassemblait l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Très peu de temps après son départ, on peut noter que le président français Emmanuel Macron avait pris la parole, déclarant aux journalistes que Trump avait quitté la réunion pour travailler à un cessez-le-feu. Et en l'occurrence, la Maison-Blanche a réagi et répondu. La Maison-Blanche confirme que c'est bien les événements au Moyen-Orient qui ont causé ce départ de Trump, mais il n'est officiellement pas question d'un cessez-le-feu. Trump a même visé directement le président français, déclarant sur son réseau Truth Social, je cite, que le président français était en quête de publicité avec cette déclaration, déclarant aussi, je cite, que cela n'a rien à voir avec un cessez-le-feu et que, je cite, Emmanuel se trompe toujours. Autrement dit donc, sacrée ambiance entre les deux chefs d'État. Enfin, dernier élément, on en parlait en introduction, Trump a aussi appelé à évacuer Téhéran, qui est donc la capitale de l'Iran. Les raisons de cette déclaration à cette heure ne sont pas connues, mais en réalité, l'ambiguïté de Trump, elle illustre certes une ambiguïté stratégique face à l'Iran, mais c'est aussi une ambiguïté, en l'occurrence à l'échelle nationale, avec une forme de tension en quelque sorte entre son soutien à Israël et de l'autre côté, sa volonté potentielle de ne pas engager les États-Unis dans une nouvelle guerre. Lui qui, lors de sa campagne, et depuis des mois souhaite pouvoir apparaître comme un homme capable d'obtenir la paix et non la guerre, et capable de se concentrer sur les États-Unis plutôt que d'engager son armée dans plusieurs conflits dans le monde. En tout cas, sur le terrain, la situation est toujours aussi critique. Les bombardements israéliens en Iran ont tué 224 personnes et fait plus d'1 millier de blessés, selon le dernier bilan officiel du ministère de la Santé iranien. Par ailleurs, on en parlait hier, Israël a aussi visé et bombardé la télé nationale iranienne. Par ailleurs, les frappes iraniennes sur Israël ont-elles fait depuis le 13 juin 24 morts, d'après un bilan israélien communiqué lundi. Le dôme de fer israélien intercepte donc une grande vague de missiles venant de l'Iran, mais certains donc arrivent tout de même à passer et à toucher Israël. Ça me paraissait dans tous les cas très important d'analyser la position et la posture des États-Unis sur ce sujet, et vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais on voit donc certains mouvements de l'armée. On suivra en tout cas l'évolution de la situation directement sur notre compte Instagram, je pense que vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, vous êtes très nombreux là-bas. Merci encore une fois pour votre confiance, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Kiev, la capitale de l'Ukraine, a été touchée par l'une des pires attaques russes depuis le début de la guerre en Ukraine, selon les autorités ukrainiennes. Les bombardements russes sur la capitale dans la nuit de lundi à mardi ont fait au moins 16 morts et 124 blessés, selon le dernier bilan des secours ukrainiens. Sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué plus de 440 drones et 32 missiles russes. De son côté, la Russie affirme que 27 sites dans différents districts de la capitale ont été visés. Alors le chef de l'administration présidentielle ukrainienne a dénoncé ces nouvelles frappes russes sur des civils et l'absence de réaction de la communauté internationale, alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine pour un cessez-le-feu n'avancent pas. Toujours sur le conflit, l'Ukraine a annoncé ce lundi avoir reçu de la part de la Russie la dépouille de 1245 personnes tuées lors de la guerre entre les deux pays. Depuis une semaine, plus de 6000 corps d'Ukrainiens présumés ont été remis à l'Ukraine. De son côté, la Russie, qui dit avoir reçu 78 dépouilles, assure avoir rempli les promesses faites lors des négociations. À défaut d'un cessez-le-feu, le rapatriement de corps et les échanges de prisonniers de guerre restent l'un des derniers domaines où les deux pays coopèrent. Deuxième actu, au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés par des tirs israéliens près d'un centre d'aide humanitaire à Khan Younes, la plus grande ville du sud de Gaza. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP
le porte-parole de la défense civile de la bande de Gaza. L'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et les informations annoncées par la défense civile. L'AFP a d'ailleurs contacté l'armée israélienne à ce sujet, qui a dit examiner les faits. Alors on en a déjà parlé, fin mai, la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, a ouvert des centres dans l'enclave palestinienne pour remédier au blocus humanitaire imposé par Israël. Le truc, c'est que plusieurs distributions d'aide ont tourné au chaos et des tirs de l'armée israélienne ont tué des dizaines de civils. Début juin, l'ONG Médecins sans frontières a d'ailleurs dénoncé un dispositif déshumanisant, dangereux et sévèrement inefficace. De son côté, la Gaza Humanitarian Foundation a déclaré jeudi dernier avoir distribué 18,6 millions de repas depuis le début de ses opérations fin mai. Troisième actu, aux États-Unis, Vance Bolter, l'homme suspecté d'avoir tué par balle l'élue américaine Melissa Hortman le 14 juin dernier à son domicile à Minneapolis dans l'État du Minnesota, avait une liste de 70 cibles potentielles. Il s'était rendu dans la nuit au domicile de 4 responsables politiques démocrates, donc le camp opposé à Donald Trump, avec, je cite, l'intention de les tuer selon le procureur fédéral. Sur les 4 attaques, 2 ont échoué, l'une car l'élu visé était parti en vacances avec sa famille et l'autre grâce à une voiture de police présente sur place. Vance Bolter, qui est accusé de s'être habillé en policier pour tromper ses cibles, est donc accusé d'avoir tué Melissa Hortman, figure du Parti démocrate et ancienne présidente de la Chambre des représentants du Minnesota, ainsi que son époux Mark Hortman. Il est aussi accusé d'avoir gravement blessé un autre élu, John Hoffman, ainsi que sa femme. Il a été arrêté après 2 jours de recherche. Selon le procureur fédéral, il s'agit bien d'un assassinat politique et le suspect avait d'ailleurs dans sa voiture une liste manuscrite contenant plusieurs dizaines de noms d'élus ainsi que des adresses de cliniques d'avortement. Il risque la prison à vie. Quatrième actu, l'ancien Premier ministre sous Nicolas Sarkozy, François Fillon, a été condamné ce mardi à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs. Il n'ira donc pas en prison s'il ne commet pas d'autres infractions. Il s'agissait du 3e procès de François Fillon dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Alors François Fillon avait déjà été condamné pour avoir rémunéré son épouse ainsi que ses enfants pour des emplois d'assistant parlementaire qui n'auraient pas donné lieu à un travail réel. Il avait donc déjà définitivement été reconnu coupable de détournement de fonds publics puisque les salaires versés provenaient de l'Assemblée nationale. En mai 2022, il avait finalement été condamné à 1 an de prison ferme, 75 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Mais en 2024, la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction en France, avait estimé que la peine de prison ferme prononcée contre François Fillon en appel n'était pas suffisamment motivée. Cette nouvelle audience était donc ici uniquement consacrée à la hauteur de sa peine. Cinquième actu, une vingtaine de mères et d'enfants français retenus dans des camps syriens et soupçonnés d'avoir des liens avec des djihadistes présumés de l'organisation État islamique ont demandé leur rapatriement en France. Ces demandes ont été relayées par une délégation française composée d'associations, d'un élu et d'avocats qui se sont rendus sur place dans les camps en Syrie pour rencontrer ces femmes et enfants français. Alors pour le contexte, la France affirme avoir rapatrié depuis 2019 57 femmes et 169 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie, mais elle a arrêté ces rapatriements en 2023 car selon l'État, certaines femmes souhaitaient rester en Syrie. Alors on va pas rentrer dans les détails car il s'agit d'un sujet complexe et sensible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants détenus dans les camps syriens sont souvent considérés comme des victimes qui n'ont pas choisi la radicalisation de leurs parents et vivent dans des conditions très difficiles. Mais d'un autre côté, le retour en France de ces femmes ayant rejoint l'État islamique et de leurs enfants soulève des inquiétudes au niveau de la sécurité nationale. La France doit cependant analyser de manière précise chaque demande pour respecter ses obligations internationales. En 2022, elle a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement de familles de djihadistes en Syrie. Au total, on estime qu'il y a environ 50 femmes et 120 mineurs de nationalité française qui vivent toujours dans des conditions précaires dans des camps en Syrie. Sixième actu, le planning familial, un réseau d'associations qui militent notamment pour le droit à l'information sur la sexualité, a dénoncé ce lundi la baisse de ses financements publics qui risquent d'entraîner des fermetures de ces centres de santé sexuelle dans tout le pays. Au total, sur les 82 associations du planning familial, 9 sont concernées par ces coupes budgétaires. Selon l'association, il s'agit, je cite, de choix politiques qui s'inscrivent dans un contexte global de remise en cause des droits des femmes et des personnes LGBT+. Pour lutter face à ça, le planning familial a lancé une campagne de soutien sur Internet avec la création d'une cagnotte. Le planning familial accompagne et informe plus de 500 000 personnes chaque année, notamment lors de consultations médicales ou d'animations en milieu scolaire. Et on termine avec cette actu, WhatsApp a annoncé ce lundi l'arrivée de la publicité sur l'application. Alors WhatsApp a été racheté par
le groupe Meta en 2014 et c'était l'une des dernières applications du groupe à échapper aux espaces publicitaires. Si vous utilisez uniquement WhatsApp pour discuter, vous ne devriez pas voir de changement puisque ces publicités devraient apparaître dans l'onglet Actu qui est utilisé quotidiennement par environ 1,5 milliard de personnes dans le monde selon le groupe. Pour le moment, aucune date n'a encore été communiquée concernant la mise en place de ces publicités. En tout cas, tant qu'on parle de WhatsApp, si vous utilisez l'onglet Actu, n'hésitez pas à nous suivre puisqu'on poste également notre format des actus du jour sur WhatsApp. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Alors, si jamais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube et aussi en podcast audio. On est présent sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes très nombreux là-bas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.